Songez un instant à ce que ce serait de jeter un œil par la baie vitrée de votre majestueuse maison de campagne et d'y apercevoir votre fille de 5 ans. Cet enfant qui, depuis 2 interminables années, n'avait esquissé le moindre sourire, qui était resté muré dans un silence de pierre depuis le jour funeste où sa mère s'était éteinte sur ce même trottoir. Imaginez-la, souriant et agitant les bras avec une joie communicative vers une vieille femme qui récupérait des canettes vides. La vision fut si sidérante que Nicolas Lambert sentit son cœur s'emballer jusqu'à la rupture. Dans une course éperdue, il dévala l'escalier, ses pieds manquant de peu les marches lustrées, une pulsation assourdissante martelant ses tempes. Car pour la première fois en 2 ans d'un silence oppressant, sa fille, Manon, revivait. Nicolas incarnait l'image même de la réussite, un père de famille que tous enviaient en se disant « cet homme possède tout ». Fortune colossale, entrepreneur de génie, une splendide demeure au cœur d'un village pittoresque de Provence. Mais l'apparence est souvent trompeuse, et nul ne peut sonder l'abîme que l'on porte en soi. Depuis la disparition de Valérie, son épouse chérie, 2 ans plus tôt, cette maison n'était plus qu'un mausolée luxueux, une enfilade de pièces désertes où régnait un silence de mort, hanté par une fillette de 5 ans dont la lumière intérieure s'était éteinte. Nicolas avait épuisé toutes les ressources. Il l'avait confiée aux plus grands spécialistes de Paris, puis de France. Des orthophonistes réputés, des psychologues infantiles de renom, il était même allé consulter une guérisseuse traditionnelle dans un hameau perdu des Cévennes. Le verdict était unanime, sur le plan physique, elle était en parfaite santé. Sa gorge, ses cordes vocales, tout était fonctionnel. Le mal était plus insidieux, niché au plus profond de son âme. Il était à court de solutions. Nicolas avait englouti une fortune, plus de 200 000 € en consultations et thérapies expérimentales. Sans le moindre résultat. La petite passait ses journées, le front collé à la vitre de sa chambre, à contempler la vie s'écouler au dehors, tel un spectacle muet. Elle ne jouait plus, s'alimentait à peine, restait indifférente à tout. C'était comme si une part d'elle-même avait suivi Valérie dans la tombe. Pour ne rien arranger, il s'était réfugié corps et âme dans son travail. Il ne rentrait qu'à la nuit tombée, vers 22 ou 23 heures, pour échapper à ce silence qui le rongeait, à ce vide assourdissant. Françoise, leur fidèle gouvernante, veillait sur l'enfant avec une tendresse toute maternelle, mais même elle, armée d'une patience infinie, ne parvenait à lui arracher le plus petit son. À l'autre bout de la région, dans un quartier modeste à la périphérie d'une petite ville, Monique, une femme de 78 ans, s'éveillait chaque matin à 4 heures. Ses cheveux d'un blanc immaculé étaient sagement noués en chignon, ses mains, rêches et abîmées par la traction de son chariot, témoignaient d'une vie de labeur. Son dos, voûté, semblait ployé sous le fardeau de l'existence. Monique gagnait sa vie en récupérant des canettes, se levant bien avant l'aube. Elle arpentait les villages cossus de Provence, tirant son vieux sac débordant de métal, fouillant les conteneurs, à la recherche de la moindre canette de boisson qui lui rapporterait quelques euros au dépôt de ferraille. Chaque pièce était vitale. Le loyer de son modeste logement était impayé depuis 3 mois, et son propriétaire l'avait mise en demeure, si elle ne payait pas sous 15 jours, elle se retrouverait à la rue. Mais Monique conservait un trésor au creux de sa poche, la photographie écornée d'une fillette de 5 ans, Léa, sa petite fille, emportée par la maladie 3 ans auparavant. La blessure était toujours à vif. Cette photo était son amulette, elle s'y confiait le soir venu, y puisant la force de tenir bon. C'est pourquoi, en commençant sa tournée dans le village de Nicolas, lorsqu'elle aperçut cette silhouette fragile à la fenêtre du premier étage, son cœur se contracta. La ressemblance avec Léa était frappante. Le même âge, ce même air absent, ce même visage d'ange mélancolique, songea-t-elle. Un jour, d'un geste instinctif, Monique lui fit un signe de la main. Un simple salut, comme on en adresse à un enfant croisé au hasard. À son immense surprise, Manon lui répondit. C'était la première interaction de la fillette depuis des mois. Dès lors, Monique s'imposa de passer devant la grande maison chaque matin, à la même heure. Cette heure précise. Et Manon était là, postée derrière la vitre, l'attendant. Leur communication silencieuse, faite de signes et de gestes, devint un rituel. « Bonjour, ma princesse. » lançait Monique depuis le trottoir. Et Manon, pour la première fois en 2 ans, lui offrait un sourire. Un sourire timide, presque imperceptible, mais un sourire quand même. Jusqu'à ce matin décisif. Manon n'était pas à sa fenêtre. Elle se tenait sur le trottoir.
Monique en laissa presque tomber son sac de surprise. La petite avait traversé seule le vaste jardin et l'attendait, immobile, près du portail. Alors que la vieille femme s'approchait, Manon fit un geste que personne, absolument personne, n'avait pu obtenir d'elle. Elle lui tendit la main. C'est à ce moment précis que le regard de Nicolas se posa sur la scène depuis son bureau. J'ai cru halluciner, confia-t-il plus tard. 2 ans sans un sourire, sans une étreinte, sans rien. Et voilà que ma fille tenait la main d'une pauvre femme que je n'avais jamais vue, et son visage s'illuminait de ce sourire que je croyais perdu à jamais. Il dévala les escaliers 4 à 4, déboucha sur le trottoir, le souffle court, le front en sueur, et resta figé, hébété, à les contempler. Monique, effrayée, s'attendait à des reproches et commença à retirer sa main. Mais Nicolas, la voix brisée par l'émotion, ne put articuler que ces mots, « Madame. Vous avez fait sourire ma fille. » Puis il s'effondra. Il pleura à chaudes larmes, là, sous les yeux de sa fille, des voisins, du ciel, parce que pour la première fois en 2 ans, une lueur d'espoir renaissait. Monique, toute confuse, lui expliqua leur rituel matinal. Elle ressemble tant à ma petite fille disparue, vous comprenez. Alors je la salue chaque jour, et elle me répond. C'est tout ce que je fais, monsieur. Rien de bien spécial. Rien de spécial ? S'exclama presque Nicolas. Madame, vous avez accompli ce qu'aucun spécialiste n'est parvenu à faire. Monique plongea la main dans sa poche et en sortit un petit bracelet artisanal. Il était confectionné avec des fleurs séchées et des perles colorées, une de ses créations modestes nées des longues nuits d'insomnie. C'est pour toi, ma princesse, dit-elle en le glissant au poignet de Manon. C'est alors que le miracle se produisit. Manon contempla le bracelet, effleura les petites fleurs du bout de l'index et laissa échapper un rire. Un rire clair, sonore, le rire pur d'une enfant heureuse. Nicolas sentit ses genoux se dérober. Françoise, qui l'avait suivi, dut se retenir au cadre de la porte pour ne pas chuter. Cette mélodie, cette musique qu'il désespérait d'entendre à nouveau, emplit la rue tout entière. C'est comme si la lumière s'était rallumée d'un coup, murmura Nicolas plus tard, les joues encore humides de larmes. Ma fille est revenue. Elle est revenue à moi. Nicolas fit entrer Monique presque de force. Il somma Françoise de leur servir café, gâteau, jus de fruits, tout ce qui se trouvait dans l'office. Et là, dans l'immense salon de la maison de campagne, le millionnaire et la récupératrice de canettes se parlèrent à cœur ouvert. Monique évoqua le souvenir de Léa, sa gaieté, sa passion pour les petits bracelets. La peine ne s'en va jamais vraiment, confia-t-elle. Nicolas parla de Valérie, de la façon dont Manon s'était emmurée pour se protéger. J'ai l'impression qu'elle a peur de ressentir, car ressentir, c'est souffrir. En cet instant, 2 univers que tout opposait entrèrent en communion. Le nanti et la démunie, l'homme de pouvoir et la femme de rien, réunis par un même deuil, la perte d'un être aimé. Manon, assise entre eux, faisait teinter son bracelet en souriant. Madame, pourriez-vous revenir demain ? Implora Nicolas. Je vous en prie, ne serait-ce que pour un café, pour être avec Manon. Elle vous aime beaucoup. Monique était mal à l'aise. Monsieur, je dois gagner ma vie. Je ne peux pas passer mon temps à prendre le café chez les gens fortunés. Je vous dédommagerai pour votre journée, lança-t-il sans réfléchir. Elle se renfrogna. Je n'accepte pas la charité. Il ne s'agit pas de charité, insista Nicolas. C'est la prière d'un père au bord du désespoir. Je vous en supplie. Le regard de Monique croisa celui de Manon, qui s'agrippait à sa jupe, et elle céda. Très bien. Je reviendrai demain. Mais à condition que vous ne me traitiez pas en domestique. Je ne suis la servante de personne. C'est entendu. Ainsi débuta une relation des plus inattendues. Chaque matin, à 7 heures, Monique se présentait à la porte de la grande maison. Elle partageait le petit déjeuner avec Nicolas et Manon, leur contait des anecdotes de sa jeunesse à la ferme, montrait à la fillette comment confectionner des bracelets, comment natter ses cheveux, et lui chantait de vieilles chansons populaires. Et Manon s'ouvrait peu à peu. Pas encore par la parole, mais par des sons. Des soupirs de contentement à l'arrivée de Monique. Des petits sauts de joie pour une fleur offerte. Un doigt pointé vers le jardin pour y jouer. Elle se transforme, confiait Nicolas à Françoise, la gorge nouée. Lentement,
mais sûrement. Je retrouve ma fille, Françoise. Elle me revient, morceau par morceau. Un jour, le regard de Monique se posa sur le jardin à l'abandon. Herbe haute, fleurs fanées, un spectacle de désolation. Puis-je m'en occuper? Demanda-t-elle. Nicolas esquissa un sourire. Faites tout ce que vous voudrez, Monique. Après le miracle que vous avez accompli avec ma fille, je suis sûr que vous pouvez ressusciter quelques plantes. Elles se mirent donc au travail, les mains dans la terre. Monique initiait Manon aux joies du jardinage, planter, arroser, désherber. La petite s'en donnait à cœur joie, patouillant dans la terre, maculant sa jolie robe, éclatant de rire sous les jets du tuyau d'arrosage. Tu vois cette graine, ma princesse? Lui expliquait Monique. Pour l'instant, elle dort. Mais si on veille sur elle, elle s'éveillera et deviendra une fleur magnifique, tout comme toi. Tu es juste endormi à l'intérieur, mais un jour, toi aussi, tu t'éveilleras. Nicolas observait la scène depuis sa fenêtre, le cœur partagé entre une immense gratitude et un sentiment d'échec cuisant. Il était son père, et pourtant, il n'avait pas su faire ce que cette vieille femme sans le sou avait réussi en quelques jours. C'était une blessure et un baume à la fois. Je suis son père, et je n'arrive pas à l'atteindre, avoua-t-il à Françoise un soir. Mais au moins, quelqu'un y parvient. Au moins, elle va mieux. C'est tout ce qui importe, n'est-ce pas? C'est alors que Nicolas commit l'erreur typique des gens de son rang. Il crut que l'argent était la solution à tout. Monique, j'ai une proposition à vous faire, lui dit-il un jour, avec l'assurance de celui qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Je vous offre un salaire mensuel de 2000 € pour prendre soin du jardin et tenir compagnie à Manon. C'est sans commune mesure avec ce que vous rapportent les canettes. Il s'attendait à des effusions de joie, mais le visage de Monique se durcit. Non, merci. Nicolas, décontenancé, cligna des yeux. Pardon? Mais c'est une offre très généreuse. Je ne suis pas à vendre, monsieur. Je vous l'ai déjà dit. Je viens ici par affection pour cet enfant, parce que sa présence me fait du bien. Ma compagnie n'est pas une marchandise. Mon intention était simplement de vous remercier. Dans ce cas, remerciez-moi avec du respect, pas avec des billets. Et elle quitta la pièce en faisant claquer la porte. Nicolas resta pétrifié, incapable de comprendre. Françoise soupira. Vous ne savez vraiment pas y faire avec les gens simples, monsieur Nicolas. Que voulez-vous dire? Monique a sa dignité. C'est tout ce qu'elle possède. Elle a passé sa vie à être regardée de haut, à être traitée en inférieur. Et vous, vous arrivez et vous essayez de l'acheter comme on achète une voiture. Elle ne veut pas de votre argent, elle veut votre considération. Nicolas se frotta le visage, comprenant soudain l'énormité de sa maladresse. Le même après-midi, Monique trouva un avis d'expulsion dans sa boîte aux lettres. 15 jours pour régler ses 3 mois d'arriérés, soit 800 €, faute de quoi elle serait mise à la porte. Elle n'avait même pas 100 € d'économie. Elle enfouit la lettre au fond d'un tiroir et pleura toute la nuit. Le lendemain, pour la première fois depuis des semaines, elle ne vint pas. Manon l'attendit toute la journée, en vain. Le jour d'après, pareil. Le 3e jour, la petite cessa d'attendre. Elle se réfugia dans sa chambre, s'assit dans un coin et se mit à fixer le mur. La lueur dans ses yeux s'était éteinte. Son sourire avait disparu. Elle rechute, constata Nicolas, affolé. Elle redevient comme avant. Pourquoi Monique n'est-elle pas venue? Françoise laissa échapper un long soupir. Parce que vous l'avez blessée, monsieur. Je n'ai blessé personne. Si. Vous l'avez traité comme un objet, en lui proposant de l'argent comme si c'était la solution à tout. Les gens modestes ne le supportent pas, monsieur Nicolas. Nous sommes déjà rabaissés en permanence, dans la rue, dans les bus bondés, aux services sociaux. Alors, quand nous trouvons un lieu où nous sommes traités d'égal à égal, et qu'un riche vient tout gâcher avec son aumône déguisée, c'est insupportable. Nicolas s'affaissa sur le sol, la tête entre les mains. J'ai tout fichu en l'air. La seule personne qui pouvait aider ma fille, et je l'ai fait fuir. Françoise, ne supportant plus de voir ses employeurs sombrer, décida d'agir. Elle prit son sac et se mit en route pour le quartier de Monique. Après 2 changements de bus bondés et une marche dans une ruelle boueuse,
elle frappa à la porte d'un modeste logement. Monique lui ouvrit, le visage ravagé par le chagrin. « Que me voulez-vous ? » « Je viens vous dire vos 4 vérités, » répondit Françoise en entrant sans attendre d'y être invitée. « Manon est malade de votre absence, et monsieur Nicolas se consume de remords. Vous êtes aussi têtus l'un que l'autre, et vous ne voyez pas que vous avez besoin l'un de l'autre. » Monique croisa les bras sur sa poitrine. « Il m'a prise pour sa domestique. Les riches sont comme ça, maladroits. Il ne voulait pas vous vexer, il ne sait simplement pas comment exprimer sa gratitude. Il a toujours cru que l'argent pouvait tout acheter, il ignore qu'il existe des choses qui n'ont pas de prix. Et je devrais y retourner pour me faire traiter de la même façon ? Non, vous devez y retourner parce qu'une fillette de 5 ans a besoin de vous, et que vous avez besoin d'elle. Je le vois bien, Monique, Manon vous a redonné le goût de vivre. N'allez pas tout gâcher par fierté mal placée. » Monique s'effondra sur sa vieille chaise, en larmes. « J'ai 15 jours pour quitter cet endroit, Françoise. Je dois 3 mois de loyer et je n'ai nulle part où aller. Je le sais. Et monsieur Nicolas le sait aussi. » Le lendemain, ce fut Nicolas en personne qui frappa à la porte de Monique. En l'apercevant, elle manqua défaillir. Le millionnaire, là, au milieu de ce quartier misérable, ses chaussures de ville souillées de boue, sa veste de costume chiffonné, le visage creusé par les insomnies. « Monique, je suis venu vous demander pardon. » Elle garda le silence, agrippée à sa porte. Nicolas poursuivit, « J'ai été d'une arrogance sans nom. J'ai cru pouvoir acheter votre affection comme j'achète le reste. Mais je suis en train d'apprendre qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et ce que vous avez fait pour ma fille en fait partie. » Il s'agenouilla devant elle, sur le seuil de sa pauvre demeure. « Je vous en supplie, à genoux, non pas en tant qu'employeur, mais en tant que père. Revenez parmi nous. Pas pour l'argent, mais parce que Manon a besoin de vous. Et moi aussi. J'ai besoin que vous m'appreniez à être un père pour ma propre fille. » Monique essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. « C'est vous qui avez payé mon loyer ? » Nicolas parut embarrassé. « Oui. Mais non pour vous acheter. Simplement parce que je ne peux supporter de voir une personne de bien dans le besoin quand je peux l'aider. Considérez cela comme le cadeau d'un ami, pas d'un patron. D'un ami. » Il y eut un long silence. « D'accord, » dit-elle enfin. « Mais à une seule condition. Je ne suis pas votre employé. Je suis une amie de la famille. » « Promis, » répondit Nicolas. Lorsque Manon vit Monique traverser le jardin ce matin-là, elle s'élança vers elle comme une flèche. Elle se jeta dans les bras de la vieille femme, l'étreignit de toutes ses forces, et prononça son premier mot depuis 2 ans, « Mamie ». Ce n'était qu'un mot, à peine audible, un souffle fragile. Mais c'était le premier mot que Manon prononçait en 2 ans. Nicolas, Françoise et Monique éclatèrent en sanglots. Et Manon, sans bien saisir la raison de toute cette émotion, se mit à rire, car elle sentait qu'elle était en sécurité, qu'auprès de cette vieille dame, plus rien de mal ne pouvait lui arriver. « Elle m'a appelée mamie », sanglotait Monique. « Elle m'a appelée mamie. »« Parce que c'est ce que vous êtes devenue pour elle », répondit Nicolas, la voix tremblante. « La grand-mère qu'elle n'a jamais eue. » Nicolas prit rendez-vous avec la docteure Isabelle, la psychologue la plus en vue de Paris, mais cette fois, il se fit accompagner de Monique. La thérapeute les observa jouer dans son cabinet pendant 1 heure, puis prit Nicolas à part. « Monsieur Lambert, le mutisme de Manon est une réaction à un traumatisme. Elle a associé son cercle familial et affectif à la perte. Tous ceux qu'elle aimait, vous, sa mère, sa grand-mère sont devenus synonymes de douleur. Elle s'est donc coupée du monde pour ne plus souffrir. Et Monique ? Monique est un élément extérieur à ce cercle. Elle n'a aucune attente, n'exerce aucune pression, ne partage aucune histoire douloureuse avec Manon. Elle incarne un havre de paix. C'est grâce à cette sécurité qu'elle s'est autorisée à ressentir à nouveau. » Nicolas comprit tout. « Je dois donc regagner la confiance de ma fille. » Précisément. « Et Monique sera votre allié, le pont entre vous deux. Une thérapie à 3 s'impose. Ce sera long, mais nous y arriverons. » Et ils y arrivèrent. Au fil des mois, les progrès de Manon furent spectaculaires. D'abord des mots simples, mamie, papa, fin, oh. Puis des phrases courtes, mamie, on plante ? Papa, viens.
Et enfin, par une belle après-midi ensoleillée, 6 mois après leur première rencontre, elle lui dit « Je t'aime, papa ». Nicolas s'effondra. Il serra sa fille contre lui et pleura toutes les larmes de son corps. « Mon trésor, si tu savais comme tu m'as manqué, comme je t'aime, comme je suis heureux de te retrouver. Je n'étais pas parti, papa. J'avais seulement peur, murmura-t-elle. Peur de quoi, mon ange? Peur que tu partes, toi aussi, comme maman. Cette confession lui déchira le cœur, tout en le guérissant. Car maintenant, il comprenait. Et il savait enfin comment aimer sa fille. Manon, qui a maintenant 6 ans, est une enfant épanouie. Elle parle, va à l'école, a des amis, dessine, joue et rit à gorge déployée. Monique habite une coquette maisonnette attenante à la propriété. Un cadeau de Nicolas, qu'elle a accepté avec dignité. Elle entretient le jardin, devenu une attraction locale. Une plaque y a été apposée, Jardin Léa et Valérie, là où la vie recommence. Sa fille, Nathalie, la mère de Léa, lui rend souvent visite. Quant à Nicolas, il a appris que l'argent n'achète ni l'amour, ni la guérison, ni le bonheur. Il a appris à écouter, à respecter, à apprécier les gens pour ce qu'ils sont. Il a appris que le miracle surgit souvent là où on ne l'attend pas, sous les traits d'une vieille récupératrice de canettes qui ne possédait rien, mais qui offrait l'essentiel, l'amour, la patience et un cœur immense. Un matin, alors que Manon joue sur le trottoir, elle aperçoit une jeune femme, d'une vingtaine d'années, qui pousse un chariot de récupération. La jeune femme a l'air accablée, triste, à bout de force. Manon court vers elle et lui tend un bracelet de fleurs séchées, semblable à celui que Monique lui a offert. « Tenez, madame. C'est un porte-bonheur. » La jeune femme le prend, surprise. « Merci, ma petite. Vous verrez, ça marche. Pour moi, ça a marché. » Et elle retourne en gambadant vers le jardin, où Monique est en train d'arroser ses fleurs. La vieille dame a tout vu et elle sourit. Car elle sait. Elle sait que l'amour est une chaîne que l'on reçoit, que l'on enrichit et que l'on transmet. Et que parfois, le plus grand des miracles ne coûte rien. Juste un signe de la main, un sourire et un bracelet de fleurs séchées.